Bonjour à tous et bienvenue sur Autofocus. Bon là j'ai un soleil de midi de malade, ça doit me faire des ombres assez sympas. Bon, voilà, aujourd'hui donc on se retrouve pour cette deuxième partie de la vidéo sur le Fuji X70. Avant de parler du mode drive, on va d'ores et déjà parler des accessoires. Alors pour rien oublier, je me suis pris quelques notes parce que il y a vraiment des choses que j'ai détesté sur ce Fuji. En fait c'est la partie vraiment accessoire, donc je vais vous expliquer pourquoi et vous donner un peu mon opinion là-dessus. Je vais pas me faire forcément des potes chez Fuji. D'ailleurs si des experts Fuji voient cette vidéo, qui réagissent en commentaire, qui m'expliquent un petit peu ce que peut-être moi je n'ai pas compris. Alors d'ores et déjà ça concerne la prise jack. La prise jack, je vous l'ai dit déjà dans la première vidéo, dans les points négatifs, c'est que c'est une prise jack 2.5. Pourquoi ne pas avoir fait 3.5? Voilà. Alors moi j'ai ma petite série là-dessus, c'est pour vous vendre du produit Fuji et exclusivement Fuji. Pour vous expliquer ça, la prise jack, la sortie jack 2.5 vous permet de mettre deux objets dessus. Le premier c'est le micro, donc un micro canon de chez Fuji qui coûte environ, j'ai pas le prix exact en tête, mais de mémoire il coûte dans les 80 €, peut-être un petit peu moins. Je trouve ça vraiment dommage, regrettable, parce que moi par exemple, voilà, j'ai un micro cravate, j'aimerais pouvoir brancher mon micro cravate directement dessus, donc je trouve ça vraiment dommage puisque je n'ai pas trouvé de sortie 2.5 vers 3.5. donc si d'ailleurs vous avez des suggestions en commentaire, n'hésitez pas, parce que voilà, j'en ai pas trouvé. Ça c'est vraiment dommage. L'autre point qui me gêne également, c'est que la prise 2.5 vous permet en fait de brancher une télécommande pour faire vos longues expositions. Là où ça me dérange beaucoup, c'est que cette télécommande est vendue sur le site Fuji à 35 €, alors que je vous donne l'exemple, hein, pour mon boîtier Nikon, j'ai acheté une télécommande standard, un truc chinois, machin, à 8 €. Donc à 8 €, 35 €, vous voyez un peu l'écart. Et celle que j'ai à 8 €, je l'ai toujours, ça fait 3 ans que je l'ai, elle fonctionne très bien. Donc voilà, donc ça m'ennuie un petit peu, et ça a tendance à m'agacer aussi. Et alors là où c'est l'apothéose, là où pour moi c'est un véritable scandale, je vais vous montrer tout de suite. C'est cet objet là. Cet objet là, c'est un viseur de chez Fuji. Donc moi, pour la petite histoire, vu que j'ai acheté mon Fuji d'occasion, j'y reviendrai dans une autre vidéo, ça, comme je vous l'avais dit la dernière fois, comme j'ai acheté d'occasion, en fait je l'ai eu avec, donc ça m'a vraiment rien coûté, mais après cette vidéo je vais sûrement le revendre. Pourquoi? Donc vous voyez dans une vidéo, en même temps que je parle, une vidéo que je viens de tourner, ce qu'on voit dans ce viseur. Donc comme vous pouvez le voir, on voit juste deux crans, deux cadres, un cadre à 28 mm et un cadre à 21 mm. Pourquoi? Parce que est vendu à part un adaptateur, on va dire que c'est une espèce de loupe, c'est pas un objectif, mais c'est quelque chose qui vient se visser en fait sur l'objectif de votre boîtier, et ça transforme vos 28 mm en 21 mm. Donc ça c'est assez chouette. C'est un accessoire qui coûte 199 € quand même, mais c'est assez chouette. Vous voyez ça coûte également 199 €. 199 € juste pour avoir deux cadres. C'est-à-dire que là-dessus, vous n'aurez aucune information. Alors, vous mettez sur la prise flash, hein, sur la griffe, sur le porte-flash, vous n'aurez aucune information, ni sur l'autofocus, ni sur votre focus en fait tout court, ni sur les ISO, votre vitesse, voilà, votre ouverture. Vous avez absolument aucune info. En fait, voilà, il faut savoir pourquoi vous l'achetez. C'est-à-dire que je vais vous lire exactement ce que dit Fuji sur son site. Ce sera plus clair pour vous. Fuji sur le site, ils s'appellent ça, donc ils disent: le viseur optique VF21 vous permettra de vivre une expérience de style photographique très puriste. Déjà ça vous pète la puce à l'oreille. Disposant de deux cadres de visée, 21 mm et 28 mm, il sera votre partenaire en association avec le complément optique GA21 que je vous mets en photo et que je vous ai déjà mis. Donc c'est ce complément optique qui vous permet donc de passer en 21 mm. Voilà, là c'est un peu le moment coup de gueule, parce que je trouve que c'est un peu scandaleux d'avoir un objet comme ça, sur lequel ça aurait été très simple, je pense, de mettre, de pouvoir mettre des
une petite prise, enfin je sais pas, mais pour pouvoir en fait le mettre sur la griffe du flash et qui donne un minimum d'informations. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien, à part 2 cadres, c'est tout. Donc pour 199 €, je trouve que c'est un peu scandaleux. Ça aurait été franchement à 59, 69 €, j'aurais rien dit, j'aurais même pas parlé sur la vidéo. Mais là, 200 €, ça, non quoi, non. Ça, donc là, Fuji, s'il y en a un de chez Fuji qui voit cette vidéo, il faut qu'il m'explique quel est l'intérêt. Parce que là, c'est vraiment, ouais, vous mettez en mode puriste, ça veut dire qu'en gros, vous faites votre hyperfocale, votre machin, votre ceci, cela, et vous shootez, genre, voilà, vous avez juste le cap. Sauf que voilà, il n'y a aucune information, il n'y a rien, pas sur l'expo, rien du tout. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et je pense qu'il y aurait eu quelque chose de bien meilleur à faire. Alors, pour vous parler quand même d'un accessoire qui lui par contre coûtera pas cher mais que vous devez avoir, c'est le pare-soleil. Alors celui-là, je sais même pas si c'est celui d'origine parce que je vous l'ai dit, je l'ai acheté d'occasion. Et donc là c'est JJC. La référence c'est LHGX70-2. Le gros avantage c'est que c'est un pare-soleil donc qui vient se visser. Ok. Le gros avantage c'est que, et vous allez voir l'intérêt tout de suite, c'est qu'il se dévisse. Donc la partie pare-soleil vous la virez. Et cette partie là, ça vient tout simplement pouvoir mettre, alors là c'est XC Source qui fait ça, hein, vous connaissez ce principe, ça vous permet de venir revisser, alors je ne sais pas si c'est dans le bon sens, oui c'est dans le sens que je le mets, ça vous permet de revisser en fait par dessus, vous voyez, et du coup bah, vous mettez un filtre pour faire de longues expositions. Moi je mets mon filtre AIDA, voilà, donc ça m'évite en fait d'avoir en racheter derrière. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Et en termes d'accessoires, en fait, moi je vous conseille vraiment ça parce que ça coûte pas cher du tout et je pense que c'est largement suffisant. Après, si vous voulez avoir un angle un peu plus grand, oui, il faudra que vous ayez que vous preniez ce complément optique qui pour le coup m'affole pas. Je trouve ça assez sympa de pouvoir, on dispose d'une focale fixe qui a déjà certains atouts comme je vous l'ai expliqué, 28, 35, 50 mm, et là de pouvoir passer sur un grand angle, un vrai grand angle à 21 mm, je trouve ça quand même sympa. Donc le complément optique, je dis oui, le viseur, je dis non, voilà. Donc tout de suite on va passer au mode drive de ce Fuji X70 et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai apprécié dedans. C'est parti. Et là on commence tout de suite avec un superbe reflet de moi, donc vous voyez le système pour pouvoir filmer. Donc on a la partie photo, donc single. Ensuite on a un menu rafale avec rafale élevée ou rafale faible. Un menu bracketing, donc vous voyez qu'on a plusieurs modes de bracketing. Bracketing donc ISO. Et également vous allez le voir ici, un bracketing simulation de film. Ça c'est très très chouette parce que au moins ça vous permet de jongler entre différents filtres sur une seule et même photo. Voilà, si vous avez un petit doute, eh ben, vous shootez, vous faites plusieurs photos, ça se fait très très rapidement. Ensuite, on retrouve également un mode de bracketing pour la balance des blancs. Bracketing de plage dynamique, donc ça je vous l'ai déjà expliqué dans la première partie, et on va tout de suite attaquer voilà, au mode avancé, donc avec le panorama et l'exposition multiple, surtout le mode panorama. Ce que j'apprécie sur ce format, c'est que vous voyez on a un format en fait médium ou format panorama large, donc ça veut dire qu'on va avoir un mouvement beaucoup plus grand. Et ce qui est très très bien, c'est qu'on peut modifier le mouvement, la direction. Puisque moi, ce que je vous conseille évidemment lorsque vous faites un panorama, c'est de ne pas faire un panorama en mode paysage, mais en mode portrait. Ça va permettre au panorama d'être beaucoup moins étroit. Et je trouve que c'est beaucoup plus quali. On comprend mieux en photo là ce que j'ai voulu dire. Donc vous voyez sur cette première photo, c'est le mouvement le plus large que vous pouvez avoir. Et là, je l'ai pris en mode donc portrait. Hein. Donc vous voyez que c'est déjà assez étiré. Pour faire simple, en fait, sur le mode panorama, il se met automatiquement en téléconverteur 50 mm et pour pouvoir donc vous proposer cette finition. Alors attention, comme je vous ai dit, là si j'avais fait un mode, donc je l'ai même pas fait pour la vidéo, mais parce que de toute manière je le fais pas de manière générale. Mais si là j'avais fait un mode panorama large et en plus en prise de vue paysage, là j'aurais eu juste un tout petit bandeau. Voilà, donc là vous voyez que déjà en mis en mode portrait,
j'ai déjà quelque chose d'assez fin. Voilà, mais bon, moi c'est pas celui que je préfère. Donc là, vous voyez tout de suite le mode de prise de vue que je préfère pour les panoramas. Mais après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Moi, ça c'est ce que je préfère. On a certes moins d'informations, mais on a quelque chose d'assez correct en termes de cadrage. On n'est pas sur du 16/9, mais on a quelque chose, on va dire, d'à peu près cinématographique, et je préfère. Donc là, pour celui-ci, ça a été pris en mode panorama medium, donc le plus petit mouvement que j'ai, qui est disponible. Et donc en prise de vue, toujours pareil, prise de vue en mode portrait pour assurer la plus grande largeur. Alors, on passe sur maintenant la partie très très automatisée, qui est donc le filtre avancé du mode drive, donc avec le fameux appareil jouet, hein, donc ça peut être marrant. L'effet miniature qui peut être très chouette, les couleurs pop, l'Aiki et le Loki, ça c'est très très chouette. On va avoir des couleurs dynamiques également. Le flou artistique, couleur partielle, aïe aïe aïe, ça c'est le mal par contre. Donc voilà, bon, il y a des parties c'est vraiment le mal, hein, parce que le flou machin, ça il faut oublier ça, c'est la clarté négative, c'est dégueulasse. Par contre voilà, l'effet miniature est plutôt chouette, et pour quelqu'un qui veut apprendre à shooter et à comprendre ce qu'est le Aiki Loki, ça peut être pas mal pour un débutant. Concernant la partie miniature, on peut faire quand même des effets sympas. Donc là, vous voyez sur cette photo, voilà, bon, là c'est juste pour le test, mais ma foi, il peut y avoir un vrai intérêt avec cet effet miniature. Voilà, jouer un petit peu avec les flous, tout ça. Alors évidemment, ça va réduire votre plage dynamique, mais ça peut avoir son petit effet sympathique, à condition évidemment de l'utiliser avec parcimonie, hein, parce qu'on peut vite arriver et se diriger vers le mal. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et abonnez-vous surtout si vous ne l'êtes pas encore. D'autres vidéos suivront. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.